Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème, un spécialiste. Le thème du jour, c'est celui de la dette émergente et le spécialiste, c'est Michael Israël, le cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue, Michael. Bonsoir. Iveo Capital Partners, vous êtes spécialiste justement des situations spéciales sur les marchés obligataires, sur le marché du crédit et très focusé, très tourné vers justement la dette émergente, la dette d'entreprise, j'entends, le crédit émergent, qui est quoi ? Peut-être une des classes d'actifs dans le monde obligataire les plus risquées sur le marché, on peut le dire, perçu comme risqué. Voilà, perçu comme risqué. Intéressant. Quel bilan vous dressez là, de l'année 2020 justement sur ce marché très particulier de la dette émergente perçue comme risquée, Michael ? Alors, on pourrait dire de la volatilité, bien entendu, mais plus que la volatilité, c'est l'année de la différenciation entre les actifs. Il y a eu vraiment des écarts très importants. Pour donner des chiffres qui sont... qui n'arrivent pas souvent. Par exemple, on a trois fonds sur ce gisement, c'est-à-dire corpo, émergent, high yield. On est vraiment sur un univers assez comparable. Après, les stratégies sont un peu différentes, mais les écarts de performance, c'est du jamais vu. On a un fonds qui finit à moins 1,5, un autre qui finit à plus 10, un autre qui finit à plus 20. Incroyable. Donc tout ça sur le même univers, donc ça vous donne une idée de la différenciation qu'il y a pu y avoir tout au long de l'année sur les actifs. Et c'est encore pire si on regarde en intra-annuel. On voit des rebonds qui, pour le monde du crédit, sont limite absurdes. C'est-à-dire qu'on a des rebonds qui sont de plus de 50%, plus de 60% sur certains fonds, entre le point bas et le point haut du fonds. De l'obligataire. De l'obligataire, exactement. L'obligataire, plutôt senior, quelque chose d'assez simple. Donc c'est une année qui est marquée par cette grande volatilité, cette grande dispersion, mais intéressante parce que si on met en face de ça le taux de défaut, on se dit tout ça pour ça. À la fin de l'année, JP a sorti les chiffres là sur 2020, sur ce segment-là, encore une fois, supposé être le plus risqué, 3,5%. De taux de défaut. De taux de défaut. Vous mettez ça en parallèle avec le taux de défaut aux US qui est au-dessus de 6. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un graphique qu'on peut afficher qui montre sur plusieurs années, qui comprend notamment la grande crise financière de 2008, qui compare justement cette classe d'actifs, donc de dette au rendement, high yield, pour les États-Unis, pour l'Europe, donc les marchés développés, et pour la zone émergente. C'est assez contre-intuitif, mais on retrouve généralement plus de défauts, et y compris à travers cette crise pandémique, aux États-Unis et en Europe, plutôt que du côté des entreprises émergentes. Comment on explique ce phénomène qui est, encore une fois, qui est assez contre-intuitif ? Alors, effectivement, vous voyez que sur longue période, il y a 20 ans là, de graphiques. Sur longue période, on voit que la courbe verte est pratiquement tout le temps en dessous des autres. Et pourtant, encore une fois, la perception, c'est que c'est risqué, c'est plus risqué, etc. Comment ça s'explique ? D'abord, pourquoi il y a moins de défauts ? Qu'est-ce qui fait faire défaut en général ? Il y a deux facteurs principaux. C'est soit vous êtes très endetté et vous finissez en défaut, soit vous avez une crise de liquidité, vous n'arrivez pas à vous refinancer. Sur le côté de l'endettement, les entreprises émergentes ça fait longtemps que ça dure, mais ça continue, et en 2020 encore, sont 2 fois moins endettées que les entreprises des pays développés. Donc, à la fin, ça pèse quand même sur le taux de défaut. Donc, il y a moins de dettes. On regardait aussi pareil actualiser un petit peu les chiffres. Avec cette crise, on a eu quand même une augmentation des ratios d'endettement. Donc, ça, c'est intéressant. Le ratio a augmenté partout, puisque vous avez quand même sur le ratio, il y a la dette nette et puis il y a l'EBITDA. Et puis l'EBITDA, il a quand même plutôt été en baisse. Comprimé, oui, bien sûr. Donc, normalement, les ratios ont augmenté partout. Donc, le ratio a augmenté moins fortement dans la zone émergente, corporate. Mais ce qui est intéressant, c'est que le numérateur, la dette nette, a quasiment pas augmenté. Donc, le ratio, il est intéressant, mais quand on le décompose, on voit bien il n'y a pas eu d'augmentation de la dette. Il y a une baisse de l'EBITDA, mais il n'y a pas eu de forte augmentation de la dette sur les corpos émergents encore en 2020, d'où finalement très peu de défauts. Il n'y a pas eu de crise de liquidité. On est dans un monde inondé de liquidités. Ces sociétés dont on parle se financent en dollars. Et pourtant, quand on parle des zones fragiles dans le monde, on pense tout de suite au monde émergent, Michael. Mais c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Il y a un amalgame permanent qui confond en fait l'État souverain émergent et ses entreprises. Les entreprises du monde émergent sont bien gérées, en tout cas beaucoup mieux que leurs souverains. Exactement. Et cet amalgame, il est entretenu à la fois, cette perception, elle est le fruit d'un historique, mais il est entretenu par des éléments techniques dont je vous avais parlé sur votre plateau, qui sont les notations, le plafond souverain. Donc, si vous regardez encore des chiffres cette année, donc 2020,
On vient de parler du taux de défaut corpo du high yield. Donc, encore une fois, plus risqué que ça, normalement, c'est ça. 3,5. Ouais. L'émergent souverain high yield, 22%, taux de défaut. D'accord. Ouais. Vous voyez, donc on voit encore une fois une décorrélation totale dans les chiffres entre les défauts souverains et les défauts corporate, et pourtant il y a un amalgame et un système financier qui fait que si un État fait faillite ou a des problèmes, c'est comme si toutes les entreprises du pays allaient faire faillite ou allaient avoir des problèmes. Ouais. Alors soit vous le prenez comme une opportunité, soit vous sortez, soit vous vous intéressez pas à la classe d'actifs, soit vous allez justement faire votre marché et regarder plus précisément ce qui se passe. Ça crée de la volatilité, c'est sûr. Quand on refait encore le bilan de 2020, là vous disiez volatilité et grande disparité des performances. Quand on rentre un peu dans le détail, c'est quoi? C'est vraiment entreprise par entreprise, émetteur par émetteur, comme on dit dans vos métiers. Est-ce que c'est des questions sectorielles, des questions géographiques aussi qui ont pu jouer, Mickaël ? Je crois que, alors on va dire géographique peu finalement cette année. Je pense que dans les émergents, justement, on a eu aussi des effets qui ressemblaient à ce qui s'est passé dans les pays développés, c'est-à-dire on a eu des resserrements assez forts des spreads une fois qu'ils se sont écartés, enfin une normalisation qui s'est fait assez vite. Ouais. Je ne crois pas que ça a été vraiment géographique, ça a été sectoriel, comme à l'image de ce qui s'est passé partout dans le monde, et dans ce monde-là, précisément au niveau des notations. Il n'y a pas eu puisqu'on parle un peu de rattrapage en séquence, les actifs, c'est comme un peu dans les actions, on parlait des cycliques et de la value, etc. Dans le crédit aussi, les choses resserrent, mais ça ne se fait pas tout en même temps. Il y a toujours un décalage. L'année, elle est calendaire, c'est comme ça. Mais les marchés, eux, ne s'arrêtent pas au 31-12. Et il y a eu effectivement un petit peu de retard sur, par exemple, les notations. Le single B, plus vous êtes bas, plus ça met du temps à remonter. Mais enfin, le mois de décembre a été spectaculaire. En termes d'actions de marché, d'actions crédit, là, il y a une accélération du rattrapage, très clairement. Je reviens sur la question des défauts. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a aussi peut-être un décalage entre le moment de la crise que traversent les entreprises émergentes, en l'occurrence, et le moment où la vague de défauts arrive? Est-ce que c'est encore une possibilité devant nous, ou est-ce que vous diriez que le pire est probablement passé? Alors, le consensus, il n'est pas du tout à ça. D'ailleurs, le consensus pour l'année prochaine, il est à 2,5%, donc un taux de défaut moins plus bas important. Encore que 2020. Plus bas que 2020. Chez IVO, on partage ce consensus. Encore une fois, je reviens sur les bases, mais c'est de passer de la macro à la micro. Les entreprises, si elles ne sont pas trop endettées, c'est le cas. Il n'y a pas de raison qu'en 2021, alors que c'est une année de reprise économique, on pourra peut-être parler des facteurs de support, etc. Il n'y a pas vraiment de raison de voir une augmentation des défauts, c'est-à-dire comme s'ils avaient été juste décalés dans le temps. On n'a pas non plus le problème des sociétés zombies où finalement il faut qu'il y ait de la liquidité qui se déverse en permanence. On n'a pas ce problème-là, on a des sociétés qui se désendettent avec le cash flow. Donc je ne crois pas. Bon, et alors justement, quelle va être la stratégie d'intervention là pour 2021? Enfin, encore une fois, le rythme calendaire, c'est une chose, mais pour les prochains mois, les prochains trimestres, si on est toujours sur l'idée d'une amélioration économique, d'une baisse des taux de défaut, quelle grille de sélection est-ce que vous allez appliquer là sur ces marchés, encore une fois, de dettes d'entreprises émergentes au rendement? Bon, alors, je crois que pour 2021, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'aller... je vais un peu comparer ça avec les indices pour voir peut-être l'apport de la gestion active. Il y a des années où ça peut apporter moins, il y a des années où ça peut apporter plus. L'indice, aujourd'hui, qui est statique, l'indice, il a déjà compressé pas mal. Quand je dis compressé, ça veut dire qu'il s'est déjà réapprécié. Il a moins baissé, puis il a remonté. Il offre aujourd'hui un rendement de l'ordre d'un peu moins de 5% en euros. D'accord. Vous voyez, donc c'est pas non plus spectaculaire. Mais ça, c'est l'indice. Et comme il y a eu une année de différenciation, donc beaucoup de dispersion, pas de convergence, en général, l'étape d'après, quand les choses se normalisent, c'est la convergence. Et en plus, c'est l'effet naturel des quantitative easing. Il ne faut pas l'oublier, ça provoque, ça fabrique de la convergence. Et je pense que cette année, c'est ça la stratégie, c'est d'aller chercher justement en picking les beaux dossiers qui ont encore de l'effet rattrapage et juste se positionner dessus. Les risques de défaut sont faibles et a priori, si tous les supports, liquidité abondante, reprise économique, dollar faible, enfin beaucoup de choses sont très favorables à l'émergent. Il y a beaucoup de voyants au vert pour les émergents. Voilà, donc si tout ça reste en place, entre le carry, c'est-à-dire le fait que les coupons sont relativement élevés, donc toute chose égale par ailleurs, vos prix ne bougent pas sur les obligations, rien que le carry déjà va vous apporter quelque chose,
plus l'augmentation des prix, compression de spread, ça devrait être une belle année. Aller chercher des émetteurs en dehors des indices, ça veut dire quoi ? Des émetteurs de plus petite taille, des émetteurs qui sont sous le radar, qui sont peut-être pas forcément suivis par toutes les grandes agences de notation crédit ? Oui, c'est un peu tout ça. Alors c'est un peu tout ça. Ouais. Et puis ça ne veut pas dire que des émetteurs qui sont hors indice, mais c'est aussi peut-être pondérer plus des émetteurs qui sont très peu pondérés dans les indices, par exemple. Bon, le principe de la gestion active, le bond picking, comme on dit, c'est ça dans les métiers obligataires. La gestion active action et puis la gestion active sur le marché obligataire. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu nous voir pour nous apporter ces éléments très précieux là autour de ce segment de marché dont on parle assez peu, je dois dire, mais toujours très intéressant de suivre les enseignements que vous avez pu retirer de cette année 2020 pour le monde émergent et la dette entreprise émergente, notée en catégorie spéculative, comme on dit, à haut rendement. Mickaël Israël qui était à mes côtés pour ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Merci.